François-Xavier Bellamy, bonjour. Bonjour. François-Xavier Bellamy, vous effectuez votre premier mandat d'eurodéputé. Pouvez-vous choisir un, deux ou trois adjectifs pour décrire votre état d'esprit? Concentré, parce que l'enjeu est immense. Curieux de découvrir les sujets qu'on aura à travailler au cours de ce mandat. C'est un mandat qui suppose d'apprendre beaucoup et quand on a un peu de curiosité, eh bien, c'est une occasion d'apprendre aussi et ça suppose, je crois, de pouvoir se former rapidement sur les sujets qui nous attendent. Vous êtes très jeune mais actif en politique depuis déjà un certain temps. Vous êtes passé par plusieurs cabinets ministériels et vous êtes adjoint au maire de Versailles depuis 2008. Pouvez-vous un peu nous relater la genèse de cet engagement politique et puis ce que vous en retirez aujourd'hui au moment où vous commencez un autre mandat? La politique ne faisait pas du tout partie de mon programme. Moi, j'ai toujours eu pour projet d'être professeur de philosophie et je le suis devenu il y a maintenant 10 ans, et un peu plus même. J'ai enseigné donc pendant ces dernières années dans des établissements très, très différents et jusqu'à il y a encore quelques semaines. Et je me suis engagé en politique par ailleurs, vous l'avez dit, d'abord en ayant l'occasion de découvrir le monde des cabinets ministériels, mais surtout en étant moi-même élu dans ma ville, à Versailles, en 2008, et donc il y a maintenant 11 ans. J'ai eu l'occasion d'être adjoint au maire pendant 2 mandats, de travailler sur les questions d'enseignement, d'emploi, toutes les questions qui font au fond la vie d'une ville, et je crois que la politique commence peut-être d'abord par ce lien local. En parallèle de vos premiers pas politiques, vous accomplissez de brillantes études et puis vous devenez professeur agrégé de philosophie. Vous enseignez ensuite dans plusieurs établissements très différents et pas nécessairement privilégiés. C'était une volonté de votre part? Moi j'ai toujours voulu enseigner dans le secondaire parce que le métier d'universitaire est un métier magnifique, mais je me sentais plutôt appelé à partager la philosophie avec des gens qui n'en étaient pas forcément des spécialistes. Donc j'ai toujours voulu enseigner dans le secondaire. J'ai enseigné en terminale pendant quelques années. Et comme beaucoup de jeunes collègues, eh bien, cet enseignement m'a conduit effectivement dans des lieux de notre pays qui ne sont pas forcément parmi les plus favorisés ou les plus privilégiés. Ça a été l'occasion pour moi de découvrir la chance que j'avais eue de grandir dans un milieu qui effectivement m'a beaucoup donné sur le plan éducatif, sur le plan culturel. Aujourd'hui, l'un des grands drames de la société française, c'est l'inégalité très profonde qui traverse notre système éducatif. Nous avons le système éducatif le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, comme beaucoup de jeunes Français, de recevoir les conditions nécessaires pour pouvoir apprendre et découvrir. Et d'autres jeunes Français qui ne sont pas moins intelligents ni moins brillants sont privés par l'échec de notre système éducatif de cette transmission. Et j'en ai tiré un livre qui s'appelle Les Déshérités, que j'ai publié en 2014, pour dire que l'avenir de notre pays passe par le fait de pouvoir reconstruire une éducation nationale qui transmette à tous les jeunes Français la culture qui leur permettra d'abord de se reconnaître aussi de ce pays qui nous relie et puis de pouvoir préparer leur avenir. En 2018, les Républicains et son président d'alors, Laurent Wauquiez, vous choisissent pour conduire la liste LR aux élections européennes. C'est assez rare que l'on confie cette responsabilité à une personnalité aussi jeune et surtout qui n'est pas un professionnel de la politique. Oui, j'en ai été le premier surpris. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi avant de m'engager dans cette campagne. Mais je l'ai fait d'abord avec une grande reconnaissance pour la confiance qui m'était témoignée et puis aussi avec le sentiment, comme je vous le disais tout à l'heure, que l'enjeu était immense. On a vécu une campagne très intense, on s'y est donné à fond et on a essayé vraiment de parler d'Europe aux Français, de parler de l'avenir de cette Europe dont on a peut-être plus besoin que jamais devant les grands défis de notre avenir, mais qui a aussi plus besoin que jamais de se réformer, de se refonder de manière radicale pour pouvoir refaire la preuve de son efficacité. Voilà, tout ce dont on a parlé aux Français pendant la campagne et les engagements qu'on a pris, il faut maintenant les honorer. Et c'est dans cette perspective que j'aborde le début de ce mandat avec, je vous le disais, beaucoup de sérieux, de gravité même en un sens, parce que je crois que nous sommes à un moment assez décisif de notre histoire et que l'avenir de notre pays et l'avenir de la civilisation européenne en général, comme j'ai eu l'occasion de le dire hier dans l'hémicycle, sont en jeu dans les choix que nous ferons au cours des mois qui viendront. Au-delà du score qui est historiquement bas pour votre famille politique, que retirez-vous de la campagne qui s'est écoulée et surtout de votre apprentissage du jeu politique?
Ce que je retiens, c'est deux choses qui pourraient vous paraître paradoxales. La première chose, c'est l'étendue de la défiance qui traverse aujourd'hui la société française. Nous parlons beaucoup de la crise et je fais partie d'une génération qui a découvert le monde avec le concept de crise. On a le sentiment de vivre une forme de crise globale qui crée beaucoup d'inquiétudes chez nos concitoyens. Je l'ai vécu de façon très, très directe au cours de cette campagne. Et cette défiance qui accompagne la crise, qui fait que nos institutions, que notre construction politique, notre débat démocratique semble devenu très artificiel et très éloigné au fond de la vie des Français et de la réalité de leurs préoccupations. Et tout cela appelle de notre part une capacité de se ressaisir, je crois, et de se donner les moyens de reconstruire la confiance. Et ça prendra du temps, bien sûr. Et c'est aussi sans doute une des clés de ce score historiquement bas que vous évoquiez à l'instant, qui est le témoignage sans doute de beaucoup de défiance accumulée, de beaucoup de distance. Mais maintenant, ce que j'ai vécu aussi, ce que je retiens de cette campagne, c'est, et de façon très paradoxale peut-être, mais c'est le grand espoir qu'on a rencontré, une forme de ferveur en tous les cas, qui s'est manifestée dans les réunions publiques qu'on organisait, dans les contacts que j'ai pu avoir. Là, beaucoup de gens attendent de retrouver un espoir. Peut-être cette campagne a été l'occasion pour ceux qui y ont participé de relever la tête. Je crois qu'il ne faut pas la voir comme une sorte même si ça pourrait être perçu comme ça, de fragilité progressive de la droite, mais peut-être au contraire comme, je l'espère en tous les cas, une étape de la reconstruction. En tous les cas, je ferai tout pour que le travail qu'on va mener ici puisse contribuer humblement à cette reconstruction dont on a tellement besoin. Justement, vous avez été choisi pour être le président des délégations des Républicains ici au Parlement européen. Comment envisagez-vous ce travail et puis surtout comment pallier l'étroitesse relative des équipes des Républicains ici? Effectivement, les élus avec lesquels je suis entré au Parlement européen m'ont fait confiance pour être le chef de la délégation. J'en suis très heureux. C'est aussi un très gros travail, je l'ai vécu dès ces premières semaines. Il a fallu mener des négociations qui ont été difficiles pour pouvoir gagner les leviers pour agir dans le mandat qui commence. Et ça a été le cas. La dernière délégation avec 20 élus avait un vice-président de notre groupe politique et puis aussi un questeur du Parlement européen. Nous avons aujourd'hui, après 1 mois et demi de travail, un vice-président de notre groupe et Anne Sander qui vient d'être élue première questeur avec Arnaud Danjean comme vice-président. Donc ça veut dire qu'on a des vrais leviers pour agir. Ça peut paraître très abstrait pour ceux qui nous écoutent, mais c'est très important en fait politiquement d'avoir des personnes qui vont porter aussi notre vision dans des lieux où la décision politique peut être influencée. Et c'est aussi le signe que même en étant 8, si on est unis et soudés, on peut gagner des batailles. Et donc maintenant, on va pouvoir, à partir de septembre prochain, rentrer dans le fond des sujets. Et je suis sûr qu'on sera capable de faire avancer les causes qui nous tiennent à cœur. En tous les cas, c'est dans cette voie que je m'engage comme chef de délégation. Vous allez personnellement siéger dans 3 commissions différentes, industrie, pêche, culture, des domaines très différents et qui ne sont pas nécessairement liés à votre parcours antérieur. J'ai choisi effectivement de m'impliquer dans la commission de la culture et de l'éducation, qui est un sujet qui me rapproche de ma formation et de ce qui me passionne aussi, bien sûr. Mais c'est une commission dans laquelle l'Union européenne n'a pas de compétences pour agir de façon très structurelle sur les politiques qui sont menées. Elle peut orienter les choses, mais elle n'a pas forcément de levier stratégique, ce qui n'est pas le cas de la commission de l'industrie. La commission de l'industrie, c'est une commission vraiment stratégique, et notamment pour notre économie. On le sait, l'industrie française a beaucoup perdu ces dernières décennies. Et notamment parce que l'Union européenne n'a pas su se doter d'une vraie stratégie en matière industrielle. Moi, je l'ai défendu pendant toute la campagne. Je crois qu'il faut réapprendre à produire ce que nous consommons. C'est aussi un enjeu écologique majeur. Et c'est presque une question philosophique pour revenir sur le terrain qui m'est plus familier. La question qui nous est posée collectivement, c'est est-ce que nous voulons devenir une société de consommateurs qui consomme des biens et des produits qui sont développés par d'autres régions du monde, ou est-ce que nous voulons conserver nos savoir-faire, notre capacité de produire, ce qui veut dire aussi du coup notre capacité d'agir dans le monde et de garder notre souveraineté. C'est un sujet fondamental et c'est la raison pour laquelle je vais m'impliquer dans cette commission de l'industrie. Et puis la commission de la pêche, alors évidemment comme on est peu nombreux, on a tout intérêt à s'impliquer fortement dans une pluralité de commissions. C'est plus de travail pour chacun d'entre nous, mais c'est ce qui nous permet de garantir aux Français qu'on sera présent là où on est attendu. Et la pêche, comme vous le savez, c'est un secteur très important pour la France, qui a le 2e littoral au monde. C'est aussi un secteur qui est très directement touché
par l'environnement européen et notamment qui sera très directement impacté par le Brexit. On l'a évoqué toute la campagne et moi je suis aussi un passionné de la mer, je voulais pouvoir être aux côtés des pêcheurs français dans les années qui vont être décisives et qui s'engagent aujourd'hui. Comment garder le contact avec le terrain quand on est eurodéputé? Je reste élu dans ma ville, évidemment, c'est un lien fort que je garde avec cette ville où je continue d'habiter, évidemment. Et puis ensuite, le lien avec la France en général, c'est décisif de pouvoir le cultiver. Pendant la campagne, j'ai trop souvent entendu des Français qui me disaient voilà, on voit les candidats pendant la campagne, mais ils disparaissent ensuite. Je prends un engagement très clair qui est celui de continuer à sillonner la France au cours du mandat qui vient. Je serai évidemment très présent à Bruxelles, à Strasbourg, parce que c'est là que nous sommes attendus. Mais je veux aussi pouvoir consacrer au moins 2 jours tous les 15 jours à aller passer 48 heures dans un département français, continuer d'aller passer vraiment du temps sur le terrain au contact des Français, parce qu'il n'y a que dans ce dialogue continu que nous pouvons d'abord avoir la certitude de ne pas nous laisser piéger par la bulle que peut représenter la vie parlementaire, quelle qu'elle soit, ou la vie politique. C'est seulement en réconciliant la politique avec le réel qu'on lui redonnera tout son sens. Et puis c'est seulement au contact de ceux qui font que les politiques peuvent prendre les meilleures décisions. Et pour conclure, pouvez-vous sélectionner un épisode, et un seul, de votre vie professionnelle ou politique dont vous êtes particulièrement fier et que vous aimeriez partager? Ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le mandat local, l'expérience du mandat local. Et j'ai à l'esprit puisque je viens de quitter ma fonction d'adjoint que je ne pouvais pas garder en raison du non-cumul, me viennent à l'esprit des souvenirs très précis de moments où, par exemple dans les astreintes, les périodes d'astreinte, on peut croiser la vie de nos concitoyens, parfois dans des moments où ils sont très éprouvés ou bien au contraire dans des moments de grande joie. Et je crois que ce qui fait la force de la vie politique, c'est d'abord effectivement de pouvoir cultiver ce lien. Et ce dont je suis le plus fier, c'est peut-être très modestement des messages que je reçois depuis le début de cette campagne et même je dirais aussi depuis le résultat si éprouvant qu'on a connu. Je reçois presque tous les jours des messages de gens qui me disent que cette campagne a été pour eux l'occasion de retrouver confiance ou de retrouver espoir. C'est une fierté que je partage avec tous mes colistiers parce que c'est ensemble que nous avons mené cette campagne. Mais ça reste une vraie fierté et surtout ça reste aussi une très grande obligation. Je crois qu'il faut qu'on soit à la hauteur de cet espoir. Alors bien sûr, il ne s'est pas traduit dans les urnes évidemment et ce résultat est aussi une exigence parce qu'il nous oblige à repenser en profondeur la manière dont nous pouvons offrir aux Français une proposition qui puisse les convaincre à nouveau. Et malgré tout, je suis heureux que dans cette campagne, même de manière très modeste, on ait pu partager quelque chose de cette grande idée ou de ce grand espoir qu'on voudrait pouvoir retrouver et offrir de nouveau aux Français. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie.